Messieurs, bonjour. Ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e où on accueille cette semaine le docteur Sylvain Guimont, spécialiste en psychologie du sport. De ton côté, Jean-Sébastien, on parle des wedges, c'est de plus en plus pointu. Oui. Est-ce que ça fait longtemps que vous avez les mêmes cocheurs dans votre sac? Il serait peut-être temps d'ajouter un peu de mordant à votre jeu. Et à la leçon, Éric Laporte nous parle du contrôle de la vitesse sur les verts. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission Au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf. Pour un nouvel élan. Cette année, on vous présentera 4 entrevues avec Sylvain Guimont, qui est docteur en psychologie du sport. Et Sylvain, c'est sûr que le premier sujet, c'est le début de saison. Un début de saison comme on n'en a jamais connu. Je suis curieuse de t'entendre, par exemple, parce qu'avec les nouvelles directives qui ont été imposées par la santé publique, à quel point ça va avoir un impact sur l'aspect mental du jeu? L'aspect mental, une fois qu'on va commencer à jouer, je pense que c'est correct. Je pense que c'est tout le côté qui est l'aspect social du jeu, comment ça va se passer avant, au début, quand on arrive avec nos partenaires de jeu, comment on va se comporter sur le terrain lorsqu'on rencontre des gens. Mais je pense qu'une fois qu'on va avoir commencé, lorsqu'on a frappé notre première balle, on se rend à notre balle, là, je pense qu'on va embarquer dans notre game, puis ça devrait être correct. Mais ça sera vraiment pas évident au départ. Justement, le départ, plusieurs ont décidé de commencer à jouer en famille. Alors, on préfère jouer avec des gens d'une même famille. Cet été, vous aurez possiblement l'occasion de vous retrouver aux côtés d'un inconnu dans votre même groupe de départ. Comment est-ce qu'on fait abstraction de ce nouveau regard qui est parfois intimidant? J'espère que ça ne durera pas longtemps. Ça, c'est la première chose. J'espère qu'on n'aura pas peur des gens qu'on ne connaît pas. Mais en même temps, c'est certain qu'il y a des règles à suivre. Il y a les consignes qui nous sont données. Et puis je pense que si on veut bien jouer, si on veut être bien, en les respectant, ça devrait être correct. Il faut dire que s'il y a un étranger devant moi, c'est que je suis aussi un étranger pour lui. Donc, de cette façon-là, les deux, on va se comporter pour apprendre à se connaître. C'est sûr qu'il n'y a pas d'accolade, il n'y a pas de serrage de main, il y a pas, on est plus loin, mais je pense que ça va bien se faire. Puis si les gens respectent les consignes, tout devrait rentrer dans l'ordre. Ça, c'est dans un contexte où tout va bien. Mais si ce même inconnu avec lequel on joue pour la première fois nous dérange. Quand c'est un ami, c'est une chose, on peut intervenir. Quand c'est un étranger, un inconnu, c'est un peu délicat. Comment on gère la situation? Tu as raison, Émilie. C'est pas toujours facile, hein? Il y a des gens qui ont un drôle de comportement sur le terrain de golf. Il y a des gens qu'on apprécie à l'extérieur du terrain, mais quand ils mettent leur casque pour jouer au golf et leur bâton, ils deviennent quelqu'un d'autre. En fait, c'est notre perception des choses. On n'est pas responsable du comportement de l'autre, mais on est responsable de la façon dont on va faire en sorte que ça va m'affecter moi. Donc, je pense que si ça dépasse les bornes, il faut le dire aux gens poliment. Presque tout se dit dans la vie, ça dépend comment on le dit. Mais si on le dit correctement, puis dire, bien, ce comportement-là, moi, je suis pas vraiment à l'aise avec ça. Si quelqu'un choque, tout ça, ça peut être correct, mais pour moi, je viens ici pour m'amuser, je veux que ce soit plaisant. Puis je veux pas ce genre de comportement-là, j'ai pas le goût de vivre ça. Si la personne... habituellement, les gens vont s'en excuser. Puis si les gens ont des bonnes volontés, ils vont changer. Puis si ça vous dérange, apprenez à plus jouer avec cette personne-là la prochaine fois, probablement. Je pense que ce serait la solution facile. As-tu peut-être des exercices ou des choses qu'on peut faire pour travailler cet aspect-là de soi-même? Tu sais, Émilie, c'est notre communication interne. On a entre 50 et 65 000 pensées par jour. Et souvent, les mêmes pensées qui sont négatives vont revenir. Donc, s'il y a un élément qui me fatigue chez quelqu'un, souvent, mon regard va être porté là-dessus. Souvent, mon attention va être portée là. Et c'est ma responsabilité à moi de changer ce focus-là pour focusser sur quelque chose d'autre. Si je te dis « pense pas une banane », je te défends de penser une banane. À quoi tu es en train de penser? À une banane.
Donc, si je veux penser à quelque chose d'autre, c'est moi qui dois dire à mon cerveau ce que je veux et non pas ce que je veux pas. Au moment où je dis « je ne veux pas ceci », mon cerveau, il prend le centre. Il ne garde pas les deux de chaque côté, puis il va faire en sorte que je vais penser à la banane ou si je me dis « je ne suis pas stressé », bien, je suis en train de penser au stress. Mon cerveau me dit « Hey, si tu n'étais pas stressé, là, tu m'en parlerais pas ». Donc, si je veux être calme, il faut que je dise je suis calme, ça va bien aller, c'est correct. Il faut que j'amène le comportement que je veux à travers ce qu'on appelle le recadrage cognitif, à travers cette façon-là de changer mon mode de pensée, sur quoi je vais mettre l'attention. Et sur ce que je mets l'attention, c'est ce sentiment-là que je vais vivre. Je vais vivre l'émotion qui vient avec cette pensée-là. C'est le seul endroit où j'ai accès à mon émotion, c'est à travers les pensées que moi, je décide d'introduire dans mon cerveau. Donc, je reprends contrôle de mon cerveau. Quand je reprends contrôle de mon cerveau, bien, je reprends contrôle de mes émotions. J'espère que vous avez pris des notes parce que ça va certainement vous aider à commencer votre début de saison. Ça va vous aider dans votre vie de couple aussi. Merci, Sylvain. Merci, Émilie. C'est le moment de la question quiz de la semaine. Et Émilie, on parle de vitesse. Évidemment, on n'est pas sur une piste de course, mais sur le parcours de golf. Malheureusement, le temps de jeu sur le circuit PGA Tour a fait couler beaucoup d'encre, notamment sur les médias sociaux. Brooks Koepka qui avait été cinglant à l'endroit de certains joueurs la saison dernière. On a aussi, sur le circuit européen, instauré il y a quelques années pour un événement spécifique des chronomètres, alors le Shot Clock Master. Oui. Bien, à certaines occasions, on n'a pas besoin de chronomètre puisqu'on a tout simplement fracassé des records. Alors voici la question. Quel joueur détient le record de la ronde de golf la plus rapide sur le circuit PGA Tour? A. Wesley Bryan. B. Kevin Na. Ou C. Graham Dillett? La réponse après la pause. Avant la pause, on vous a posé la question à qui appartient le record de la ronde de golf la plus rapide sur le circuit PGA Tour? La réponse A. Wesley Bryan. Il a réussi l'exploit en 1h29 minutes et 33 secondes lors du championnat BMW en 2017, lors des séries éliminatoires de la Coupe FedEx. Mention spéciale, Bryan a remis une carte impressionnante de 69, moins 2. Il faut quand même mentionner que Bryan avait pris le départ seul parce que le nombre de joueurs qui participaient aux rondes finales du week-end était impair. Alors, il a pris le départ seul le premier. La marque qu'il a réalisée a battu celle de Kevin Na, l'Américain, qui avait réalisé 1h59 minutes l'année précédente. Mentionnons aussi, Émilie, que le groupe qui a pris le départ derrière Bryan était uniquement sur le 8e verre lorsque l'Américain a complété son exploit. Chez TaylorMade, les cocheurs Mill Grind ont été appréciés des golfeurs et la deuxième génération risque de plaire encore davantage avec une nouvelle technologie offrant plus de mordant. So MG2 is kind of a big jump from our original MG wedge and incorporating our raw face technology and really incorporating thick thin into there to improve our sound and feel and really improve on the consistency and precision that is required in the wedge area of golf. Every guy on tour that we have plays a fully raw wedge. So we wanted to incorporate that into our wedges. So here you have the raw face here, this one's rusted, but you still on the backside, you still have the beauty of a fully chromed, finished wedge. So that's kind of what we wanted to incorporate so we could have a good look at the retail area for our consumers, but still get that performance that our tour players are getting once they game a raw wedge. Tous les ambassadeurs TaylorMade qui évoluent sur le circuit PGA Tour utilisent des cocheurs qui n'ont pas été polis. Les ingénieurs vous offrent donc un beau look pour ce qui est des critères de vente, mais également les performances quand vient le temps de les utiliser. The biggest thing is you look at that raw face and what it does for you when you're going into wet conditions. So removing that plating, what it does, first off from a manufacturing standpoint, is we're able to hold our tolerances so much tighter when machining those score lines. So we have a more precise score line first off, but then that raw face, when you hit it versus a plated wedge, the plated wedge, the spin rate numbers drop by about 50%. So if you hit with like say 10,000 RPM, you might end up with 5,000 RPM if you're lucky hitting a wet ball. And additionally, that launch angle is going to increase by about 8 to 10 degrees. So you're hitting a lot higher and you're not holding greens the same way. So when we hit a raw face wedge in wet conditions, you might lose 500 to 1,000 RPM, but that is significantly different to that 5,000 RPM loss that you get with a plated wedge for sure. Du côté de Cobra Puma Golf, les cocheurs MIM proposent plus d'options, dont un tout nouveau fini, noir mat.
yes, we know that if you look at the wedge business out there in the marketplace, usually the chrome versions and the gray versions are the most popular, but the second most popular is a black version. And we've had black versions in the past, both with irons that Ricky's been playing for over 4 years, as well as in wedges. So it's something that's very popular. It's a new finish for us called a QPQ finish that wears a little bit better than the traditional PVD type finishes that you see on metal woods. So it's great soft feel from the MIM process. It's a very precise shape, and it's got that black look that players are desiring. Ce conseil de golf est une présentation de TaylorMade. Je suis persuadé que vous voulez mieux jouer cet été. Pour ce faire, vous devez absolument améliorer votre jeu sur les verts. Et un des aspects à ne pas négliger est le dosage de vos coups roulés. Je vais vous donner des exemples de dosage où vous avez eu à lancer un objet près d'un objectif. Exemple, à la pétanque. Il fallait lancer la boule le plus près possible du cochonnet, juste devant celui-ci, sans jamais le dépasser. Ou encore, lorsque vous étiez enfant à la cour d'école, il fallait lancer vos billes le plus près possible du mur sans y toucher. Bien entendu, si vous faites ça au golf, il y aura peu de balles qui vont tomber dans le trou. La majorité des balles vont arrêter juste devant le trou. Ce qu'il faut faire au golf, c'est trouver le bon dosage pour que votre balle parcourt 103 % de la puissance. Pour ce faire, il est important de commencer avec une bonne prise. Pliez les coudes légèrement, tout en faisant en sorte que les paumes de main regardent vers le ciel. Tenez votre fer droit devant vous, les bras allongés à la hauteur de votre sternum. Placez la prise de votre fer droit dans la paume de main pour bien sentir la position. Vous pourriez tenir le club juste avec votre index et le coussinet de votre main. Laissez le poids de votre bâton entraîner les bras vers le bas. Remarquez que ma ligne de mes avant-bras et la tige de mon fer droit forment une ligne droite. Aucun angle n'est formé. En réalisant cette opération, vous adopterez une posture optimale qui vous permettra d'avoir un bon mouvement qui maximisera un bon dosage. Si vous voulez éviter les grosses erreurs de dosage, il ne faut jamais accélérer les bras ou le bâton. Seule l'accélération produite par le déplacement plus ou moins ample de l'ensemble du bras-bâton va vous permettre de faire rouler la balle plus ou moins loin. Alors voici 2 exercices que je vous propose si vous avez des problèmes d'accélération au moment de l'impact. Vous allez avoir besoin de balles. L'idée, c'est de lancer votre balle avec votre main, que ça soit juste la gravité, l'amplitude de votre bras qui va trouver la distance que votre balle doit parcourir. Aucune accélération. Deuxième exercice, ça va être avec votre fer droit. Vous allez tenir votre fer droit juste avec votre main arrière, en position légèrement ouverte. Encore une fois, l'idée, c'est de faire une amplitude, un démarrage et une traversée fluide. Et c'est cette amplitude-là qui va déterminer la distance que votre balle va parcourir. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est le 1/3 de votre mouvement sur le côté arrière pour le 2/3 de votre mouvement sur le côté avant, ce qui va produire une accélération non désirée. Je vais vous donner un exercice qui vous est propre à chacun d'entre vous pour déterminer la quantité de distance que votre balle va parcourir. Placez-vous en position d'adresse à la balle avec votre fer droit. Chacun d'entre vous a une largeur de pied qui vous est propre. Plantez un tee ou mettez un marqueur à l'endroit où vous positionnez votre balle. Ensuite, plantez un tee à la hauteur de l'intérieur de votre pied arrière et à l'extérieur aussi. Mettez les tees à la même distance vers le côté avant que la distance du côté arrière. Faites un mouvement de pendule rythmé entre les tees les plus proches et regardez la distance que la balle parcourt. Faites-le aussi avec les tees les plus distancés et regardez le roulement de la balle. Le but de cet exercice est de prendre conscience de l'amplitude de votre mouvement, autant lors de la montée que lors de la traversée, et aussi de bien ressentir le poids de la tête de votre bâton lors de la transition du geste. Plusieurs facteurs peuvent influencer le roulement de la balle, la distance que la balle va parcourir, comme la dureté du verre ou si le verre est tendre après une pluie. Et même si vous jouez souvent plusieurs parcours durant la saison, je vous recommande de faire cet exercice parce que vos références internes peuvent être très différentes d'une journée à l'autre et d'un parcours à l'autre. Sur ce, je vous souhaite une bonne saison de golf, mais surtout, amusez-vous bien. Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. Salut tout le monde, c'est l'heure de votre chronique équipement. Sylvain, les 2 dernières chroniques, en fait les 2 premières de la saison, on a parlé d'ajustement, de fitting.
Là, on tombe vraiment dans les nouveautés 2020. On va comparer plusieurs modèles. On commence avec les boîtes de départ cette semaine. J'ai l'impression que le premier dont on va parler va être un favori cette année en 2020. Et en effet, TaylorMade lance la nouvelle version SIM qui veut dire Shape and Motion. Alors, le focus a été mis sur la géométrie et la forme de la tête pour maximiser la force de la vitesse de balle à l'impact. Donc, c'est vraiment une question d'aérodynamisme pour TaylorMade cette année. Je trouve qu'ils ont fait du beau travail pour pas que ça paraisse, surtout quand on dépose le bâton au sol. Écoute, tu as raison, c'est sous la semelle qu'il y a le générateur d'inertie. C'est une forme convexe qui est placée avec un axe de 20 degrés pour s'agencer avec l'angle de votre élan. On vient réduire ainsi au maximum l'effet de traînée. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette forme que tu mentionnes dépasse la silhouette classique d'une tête de boîte de départ, ce qui permet de loger du poids pour rabaisser le centre de gravité. Donc, on a un nouveau look, on a une nouvelle forme, mais toutes les technologies qui ont fonctionné dans les années passées sont toujours présentes. Exactement. Ce qu'on retrouvait dans les versions M5 et M6, on les retrouve aussi chez Sim. Il y a la technologie Twist Face, Speed Pocket et Speed Injected. Oui, et par le passé, TaylorMade nous a habitués d'avoir deux modèles. On avait M1, M2, M3, M4, l'année dernière M5, M6, mais là, on change complètement de formule. Oui, cette année, il va y avoir 3 nouveaux modèles. Il va y avoir le Sim Standard, le Sim Max et le Sim Max D. La version standard offre le plus d'ajustabilité avec un poids que l'on peut bouger pour personnaliser la position du centre de gravité. Et comme les deux autres modèles, ils possèdent tous l'embout de la tige ajustable, une technologie bien connue maintenant avec 12 possibilités d'ajustement. Les deux autres versions, Sylvain, sont plus permissives. La version Max est la plus permissive et la version Max D possède un poids interne dans le talon pour diminuer les crochets extérieurs. Donc, TaylorMade s'adapte pour mieux répondre à la demande. On se déplace du côté de shaping maintenant. On a également 3 modèles. La série G410, c'est sur sa deuxième année d'un cycle de 2 ans. C'est des têtes complètement en titane. Oui, en effet, on a encore le modèle LST. On a le modèle Plus et le modèle SFT. Le modèle G410 Plus convient à la majorité des golfeurs. Les versions Plus et LST ont un poids en tungstène de 16 grammes amovible situé à l'extrémité arrière de la tête. On peut le positionner en 3 endroits distincts afin de corriger ou parfaire la trajectoire de votre balle. Donc, la différence entre la version Plus et LST, c'est au niveau de la trajectoire. Exact. Le LS dans LST est pour low spin, donc une trajectoire plus basse avec moins d'effet rétro et c'est à cause d'un centre de gravité plus avancé. C'est idéal pour les golfeurs qui génèrent beaucoup de vitesse. Finalement, la version SFT, SF pour Straight Flight, on donne une trajectoire plus droite. On cible les golfeurs qui produisent un crochet extérieur, la fameuse slice. Il n'y a pas de poids amovible, il est fixé dans le talon justement pour redresser les trajectoires. Pour terminer, on a actualisé l'embout ajustable de la tige avec ces 3 versions. On offre maintenant 8 différentes positions de plus 1,5 degré à moins 1,5 degré. L'objectif est d'optimiser la trajectoire de votre balle. On termine du côté de Srixon avec les boîtes de départ Z785 et 585, un produit qui est à sa 2e année sur un cycle de 2 ans. Bien, il n'y a rien de compliqué de ce côté-là. 2 modèles de 460 cc, mais la version 785 est plus profilée et produit de trajectoires plus basses. Les deux ont une face en titane qui est soudée au-delà de la surface de frappe. On a aussi une couronne en carbone qui permet d'alléger la structure et d'abaisser le centre de gravité. Merci Sylvain pour ces informations. La semaine prochaine, on est toujours du côté des boîtes de départ, mais on s'attaque aux 3C, Callaway, Cleveland et Cobra. On se trouve aujourd'hui au centre de golf de Lanaudière, qui est certainement un des clubs de golf les plus proactifs à l'heure actuelle dans l'industrie du golf au Québec. Et pour parler des derniers investissements qui ont été faits dans les dernières années, on rejoint le directeur général, Alexandre Charron. Alexandre, il y a vraiment une belle histoire de famille derrière le centre de golf de Lanaudière et t'en fais partie. Oui, bien, j'ai la chance d'être la 2e génération qui s'occupe du terrain de golf. Mon père qui a construit de A à Z ce magnifique parcours. Et là, on prend tranquillement la relève pour continuer à relancer ce terrain-là, à faire découvrir ce petit joyau dans Lanaudière. On est quand même rendu maintenant, depuis 10 ans, à 500 000 d'investissement dans les infrastructures. Il y avait 2 façons de construire dans le passé, dans cette industrie du golf-là. C'était soit de mettre des millions d'un coup ou d'y aller graduellement. C'est ce que mon père avait décidé de faire, d'y aller graduellement et de montrer à notre fidèle clientèle que malgré l'industrie qui bat de l'aile présentement, on était en mesure, nous autres, de toujours se dépasser puis d'offrir aux clients de la nouveauté à tous les ans. Justement, parlant d'investissement, de nouveautés, concrètement, qu'est-ce que vous avez de nouveau au terrain? Rapidement, je n'irai pas item par item, mais par exemple, on a refait le bistrot et la boutique au complet, au goût du jour. On a modernisé toutes les salles de bain aussi.
Par le passé, on n'avait pas vraiment de point de vue de terrasse ni de poste d'accueil moderne. On a tout changé ça complètement. On est rendu avec une terrasse qu'on a triplé la superficie assise pour recevoir des banquets, des cocktails debout, des mariages, en mettant beaucoup l'aspect sur la nature, les fleurs, les arbres. On a aussi mis beaucoup d'emphase sur le parcours. On a changé des méthodes de fermeture de verre à l'automne pour nous offrir aux clients tous les printemps des verres à 100 % malgré les hivers qui sont de plus en plus difficiles. On a aussi asphalté, on a ajouté des membres de notre équipe au niveau de l'enseignement. Donc, beaucoup d'amour qui a été mis. Vous offrez 27 trous de grande qualité, mais quels sont les défis ici? En ayant 3 parcours, c'est ce qui est plaisant, c'est que la personne qui vient jouer fréquemment ne va jamais jouer le même type de 18 trous. Ici, on a un parcours bleu qui est complètement boisé, mis à part le trou numéro 8 et 9 qui est beaucoup plus à découvert. Parcours blanc complètement à découvert, avec un vent souvent très présent, avec un style plus Caroline du Nord. Et le parcours rouge qui est le plus récent, qui est 5 ans plus jeune que le parcours bleu et blanc, qui a évolué très rapidement, qualité gazon égale aux 2 autres parcours, un peu plus style Lynx, avec des normales 4 très longues, des normales 5 très serrées, des normales 3 un peu plus petits. Mais le vent, c'est sûr qu'au printemps et à l'automne, il est présent. Durant l'été, on ne le sent pas vraiment, mais on peut vraiment... Ce qui est plaisant, c'est vraiment de jouer plusieurs parcours sur le même terrain. Le trou signature maintenant, votre trou carte postale, on y est en ce moment, on s'y trouve. Les particularités de ce trou-là? Le 8e trou du parcours bleu qu'on voit à l'arrière, c'est un trou extrêmement difficile. Souvent, quand on arrive au 7e trou du parcours bleu, j'aime dire que c'est le amen corner un peu au club. Le 7e, un par 3, souvent vent dans la figure. On arrive au 8, gros trou coudé vers la droite, avec un coup de départ inévitable de 225 verges si on veut réussir à passer le coin. On arrive avec un verre extrêmement ondulé. Donc, on a un trou que si on finit avec la normale, tout le monde est heureux, tu t'en vas de là, tu achètes un billet de l'auto. C'est pourquoi j'aime dire que c'est le trou signature sur ce parcours. Mais en ayant 27 trous, évidemment, on pourrait parler beaucoup de trou signature, mais on va y aller pour celui-là aujourd'hui. Alexandre, corrige-moi si je me trompe, mais même en arrivant ici, j'ai vraiment eu l'impression que c'est ce vent de nouveauté, cette jeunesse qu'on ressent et qui est vraiment appréciée des membres. Je crois que oui, mon but premier, c'est de toujours être avant-gardiste, c'est d'être innovateur dans le milieu du golf qui, présentement, est beaucoup plus difficile qu'avant, mais en travaillant fort, en restant innovateur et en respectant la mission de l'entreprise, on est persuadé qu'on va continuer à se démarquer. Alexandre, merci infiniment. Bonne saison. Merci beaucoup. C'est déjà tout pour cette semaine et l'émission au 19e. La semaine prochaine, attention de la grande visite, nul autre que le joueur vedette sur le circuit PGA Tour, Rickie Fowler. Tournée des manufacturiers, cette fois, on s'attarde au fer droit, les putters, à ne pas négliger. Et à la leçon, Steve Foisy nous explique le concept du plan de l'élan. Tout ça et plus encore la semaine prochaine à l'émission au 19e. Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf. Pour un nouvel élan.